Je pense que j'ai donné la place justement à mon collègue pour parler de ça. Oui, merci Nicolas, je te passe la parole et peut-être qu'effectivement, tu vas parler du poids immatériel mais bien réel du cloud. Non, je pense que ça a été très justement dit par Amandine. Ce qui m'a ce qui m'a frappé quand j'ai accepté cette invitation à ce panel, c'est j'ai regardé tout le programme et j'ai essayé de regarder c'était, dépolluons le bâtiment, dépolluons le vêtement. Et il n'y avait que dépolluer le numérique. Et donc je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que le numérique n'est pas le seul secteur ou la seule activité humaine à créer de la pollution. Et néanmoins, on en a tous conscience, alors je vais dire dans cette pièce, mais dans ce débat, on a tous conscience, c'est crucial, c'est au cœur de tout. Amandine l'a très justement rappelé, ça matrice notre manière de nous habiller, de communiquer, de manger, de nous mouvoir, et ça prend un espace absolument fondamental dans nos vies. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le ciment, les vêtements, ça fait des siècles, ça fait des millénaires. Le numérique, ça fait 25, 30, 40 ans que ça existe. Et donc, notre responsabilité collective, elle est immense. C'est qu'on a encore le temps de réguler une activité nouvelle. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de, entre guillemets, corriger le tir d'un certain nombre de mauvaises habitudes qui ont pu être prises au niveau des activités numériques que de le faire pour le ciment, la construction ou les transports ou le transport aérien. Une fois qu'on a dit ça, faut aussi prendre conscience du poids que ça représente dans nos économies. Dépolluer le numérique, c'est dépolluer notre économie. La semaine dernière, Apple, 2000 milliards de valorisation boursière, c'est supérieur à tout le CAC 40. Et donc, si on se pose la question de dépolluer le numérique, en fait, on se pose tout simplement la question de comment est-ce qu'on dépollue l'économie de demain. Et je veux basculer sur ce point, peut-être de perspective. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le confinement, c'est que j'ai des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit j'espère qu'on n'aura plus jamais à reconnaître ça. Et ben, je voulais pas jouer les prophètes d'Apocalypse, mais je pense qu'on va connaître ça encore très souvent. Parce que le réchauffement climatique exacerbe un certain nombre de phénomènes extrêmes, exacerbe un certain nombre de phénomènes épidémiologiques extrêmes, et des périodes de confinement, on va en connaître encore plein. Et tout le monde a l'air d'avoir oublié que en Australie, à l'hiver dernier, ils étaient confinés, pas du tout à cause du coronavirus, mais à cause des feux de forêt. Quel est le lien avec notre débat aujourd'hui? C'est que tout simplement, ce qui permet à nos sociétés de continuer pendant des périodes de confinement, c'est via les usages numériques. Alors, si on doit connaître d'autres épisodes de confinement, d'autres épisodes climatiques extrêmes où le numérique nous permettra de tenir, alors autant faire en sorte que ce numérique soit le plus vertueux et le plus dépollué possible. Et je viendrai après sur les solutions en seconde partie en évitant de monopoliser la parole. Je t'en prie. La parole est donc à Florie. Merci. D'abord, merci de m'avoir invité, d'avoir invité à travers moi le Parti Pirate à cet échange sur la dévolution du numérique. Et je rejoins beaucoup ce que dit Nicolas, en fait. Alors, ce qui m'embête sur la question numérique, moi, c'est plus bon, effectivement, il y a l'absence de connaissance de la plupart des gens sur la question. On utilise effectivement tous les jours notre appareil. Moi-même, maintenant, j'utilise mon smartphone pour discuter avec les pirates, pour échanger avec eux. Le fait est qu'on a tendance à nier en permanence, quand on discute, quand on parle du numérique, et surtout dans les milieux écologistes, j'ai l'impression, toutes les externalités positives que ça peut impliquer. Tu parlais justement de tout ce qu'on a pu voir, enfin de la diminution de la consommation d'énergie fossile surtout, et des changements de pratiques qu'on a pu observer là pendant la période de confinement. On était tous chez soi, on était tous en télétravail, ou beaucoup étaient en télétravail, enfin pour ceux qui avaient un travail, beaucoup en télétravail. Beaucoup de personnes sont restées chez elles et n'ont pas pu bouger, circuler aux endroits où ils voulaient aller. La question en fait des externalités positives, c'est ça en fait, c'est aussi ça que ça permet, c'est que le numérique nous permet quand même d'avoir le télétravail. Le numérique nous permet quand même d'avoir des conversations, des discussions avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, d'avoir des informations de l'autre bout du monde aussi, et d'avoir tout un tas
de connaissances à notre portée, de connaissances, d'échanges, une vie sociale finalement qui est à notre portée et qui est vraiment là, maintenant, sur mon téléphone ou sur un ordinateur, etc. J'entends bien la question de la consommation d'énergie, mais finalement, cette consommation d'énergie, elle serait peut-être à mettre en perspective avec la consommation d'énergie qu'on a quand on utilise notre voiture pour aller travailler, par exemple. Quand on prend sa voiture pour faire 1 km, on a vu là les chiffres qui étaient assez hallucinants, c'est que 50% des trajets de moins d'1 kilomètre pour aller sur le lieu de travail sont en voiture. Ce qui est juste dingue en fait. Quand on prend sa voiture pour aller sur son lieu de travail, on utilise de l'énergie à ce niveau-là, et en plus l'énergie qu'on utilise avec la voiture, c'est une énergie fossile, donc c'est pas une énergie qui est en l'occurrence électrique, c'est pas une énergie qu'on pourrait avoir renouvelable, c'est une énergie, la plupart du temps, vos voitures, vos véhicules, la plupart des véhicules aujourd'hui ils sont équipés de moteurs thermiques. Cette énergie-là, on pourrait l'économiser, ou en tout cas en partie l'économiser, parce que je dis pas qu'il faut pas jamais aller travailler sur son lieu de travail, je dis juste qu'on pourrait en partie l'économiser avec la mise en place d'un système de télétravail dans la plupart des endroits, et en fait diminuer drastiquement notre consommation d'énergie. Si là, c'est la question, si la question de l'énergie qui est consommée pour le numérique est le problème de la pollution actuellement, ça c'est quelque chose qui finalement pour moi n'est pas un sujet. Après, la question de la consommation des terres rares, là oui, je veux bien entendre qu'il y a un sujet effectivement, mais je pense, et on en a discuté beaucoup avec les pirates, je pense que l'effet rebond sur le numérique, ça ne s'applique pas. Ça s'applique sur la voiture, ça s'applique sur tout un tas d'appareils, ça s'applique sur beaucoup de choses. Sur le numérique, il n'y a absolument rien qui prouve qu'il y a un effet rebond. Il y a plusieurs études qui ont eu lieu et il n'y a rien qui prouve qu'il y a une possibilité d'effet rebond sur les consommations d'appareils, sur les consommations de données, etc. Après, voilà, c'est la chose que nous, on va peut-être mettre un peu questionner au sein du Parti Pirate, ça va être plus la question de l'utilisation qu'on en a et donc de la consommation qu'on va avoir des données peut-être, mais surtout des appareils. Parce que c'est ça qui pollue aujourd'hui, c'est les appareils. C'est ce que tu disais, Amandine, c'est la question des terres rares, encore une fois. Tu disais 20, c'est ça 20 composants différents, non, 70, pardon, 70 composants différents. Je le découvre, hein. C'est pas forcément un sujet que je maîtrise vraiment, cette question-là. Mais 60% de minéraux, ça veut dire qu'il y a 60% de minéraux à aller chercher. Est-ce qu'on va aller les chercher? Est-ce qu'on va continuer à creuser? Ou est-ce qu'on va peut-être plus se concentrer sur le recyclage de ce qu'on a déjà utilisé? Mais là, c'est une question qui va être à la fois politique, mais surtout économique, parce que mine de rien, ça coûte beaucoup moins cher d'aller creuser pour aller récupérer des minéraux plutôt que d'aller les recycler. Ça coûte beaucoup moins cher à la fois en énergie et aussi en argent, parce que ça coûte moins cher de faire travailler des enfants. Et ça, malheureusement, c'est le cas aujourd'hui, et c'est toujours comme ça que fonctionne notre économie. C'est l'économie capitaliste. Je te remercie, Florie, d'autant que ton intervention, du coup, replace ce débat sur les questions donc, économiques et politiques. Parce qu'évidemment, si c'est moins cher, la question économique, elle peut être assez vite tranchée pour un certain nombre qui n'intègrent pas la question de responsabilité. Mais du coup, il y a un rôle politique, réellement. Je vais refaire un tour de parole. Je sais que tu as envie de répondre, mais je vais profiter pour poser une question en même temps. Comme ça, tu pourras faire les deux en même temps. Écologie et numérique. Là, on est aux Journées d'été des écologistes. On est en train de penser le monde de demain entre écolos. En train de se rencontrer entre écolos pour penser le monde de demain. Qu'est-ce qu'on doit porter? Quel doit être notre cadre de réflexion, nos termes de réflexion? Voilà. Alors, pour à la fois répondre à cette question et rebondir sur ce qu'a dit Florie, pour moi, le numérique a une finalité. C'est juste un outil de travail et un outil qui permet d'accélérer énormément de choses et qui aide aussi sur la transition écologique, clairement. Cependant, comme a pu en parler Thomas, Nicolas, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de l'appeler Thomas, mais il s'appelle Nicolas, je suis désolée. Donc Nicolas, c'est... Aujourd'hui, on parle du numérique parce que c'est un peu plus récent et ça va plus vite, ça évolue plus vite, mais ça fait aussi avancer plus vite sur des choses comme le télétravail où ça réduit l'impact du déplacement, où ça permet d'accélérer de la recherche sur la science, sur l'écologie, etc. Cependant, c'est pas une finalité, c'est juste un outil. Et le problème, c'est comme tous les outils, comme sur le bâtiment, comme sur le textile, etc. Est-ce qu'on refait les mêmes erreurs de partie dans tout le tout consommation, ou est-ce que justement parce que c'est nouveau, parce que ça a une autre façon d'être réfléchi, une autre façon de penser, on peut de suite parler de cycle de vie, on peut de suite parler justement de recyclage. Il y a seulement 15% des smartphones qui sont recyclés dans le monde, collectés et recyclés, et il y a que 30 millions d'appareils en fait qui dorment dans vos tiroirs. Qui là n'a pas
Personnellement, je suis la première, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais j'ai retrouvé 10 téléphones portables que j'ai emmenés au recyclage en me disant avec tout mon premier téléphone que j'ai eu au collège, etc. C'est pas possible, parce que c'est ces matériaux-là, en fait, c'est sur ce recyclage-là, effectivement, qu'il faut faire. Mais ça vient aussi des usages, on peut pas dire que c'est... Il n'y a jamais rien qui est tout blanc ou tout noir. Il y a cette partie grise et il ne faut pas l'oublier, il faut de suite partir sur du numérique responsable. Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut travailler sur les composants, il faut travailler sur des composants qui soient remplaçables. Il est impossible aujourd'hui de remplacer une batterie ou un écran parce que tout est soudé, puisque c'est de l'obsolescence programmée, etc. À part certaines marques de téléphone. Apple, très bien, ils ont fait une énorme, mais bon, Apple, on sait très bien qu'ils sont quand même connus pour une obsolescence programmée des logiciels et des matériaux qui est horrible là-dessus. Et donc, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. Il y a un institut numérique responsable qui s'est créé. Il y a une charte du numérique responsable qui a été faite avec Green IT, avec DOT, France Digital en est signataire, et plein de grandes entreprises pour faire mieux, parce que c'est maintenant qu'il faut faire. Il ne faut pas attendre comme le bâtiment où on commence à peine à recycler du béton, où on commence à peine à faire des vêtements responsables ou sur l'alimentation, etc. La chance du numérique, c'est que ça va vite, ça va de loin, et il y a plein d'autres choses comme l'open source, comme le low-tech, comme plein d'autres choses. Et aussi sur la question des données, avoir des bonnes pratiques responsables. Pourquoi on est capable de faire le tri dans ces déchets? On est chez les écolos. Je pense que tout le monde sait faire le tri maintenant, mais en revanche, on n'est pas capable de faire le tri dans ses emails ou d'envoyer 15 000 emails ou envoyer des pièces jointes, envoyer tout ça. Voilà. Ça, pour moi, c'est une question de pratique et c'est une question aussi d'éducation. Il faut apprendre à se servir du numérique comme un objet, pas comme une finalité. Et ça revient sur la question de la politique, de la responsabilité de chacun. En revanche, voilà, sur juste les choses, sur les matériaux, je peux t'assurer, Florie, que même les études qui sont sorties sur les data centers ou autres, c'est comme au niveau de la clim. Aujourd'hui, on est vraiment sur une pollution et c'est surtout les guerres diplomatiques qu'il va y avoir derrière avec la Chine et l'Afrique qui ont le plus de minerais, rien que pour les batteries lithium, en fait. Possède 80% de tous les minéraux du stock mondial. Donc derrière, il y a aussi des problèmes politiques qui vont arriver. Et comment on fait en sorte... J'ai juste un petit chiffre sur l'assemblage. Je crois que pour avoir votre appareil numérique, il a fait combien de fois le tour du monde? Alors, ça commence... il y a jusqu'à 7 pays ou voire donc tous les continents pour que ça passe entre l'extraction de matériaux, la conception, le montage, la revente, etc. Donc l'impact carbone que ça a aussi sur le transport et la fabrication, faut pas le négliger. Mais là encore, du moment que c'est responsable, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Florie, ça apporte beaucoup de choses. Cependant, il faut pas non plus se fermer les yeux, parce que même sur le télétravail... Non, mais c'est pas ce que je dis ce que tu as dit, mais voilà. Mais c'était la reprise là-dessus. Ouais. Alors, je t'ai vu tiquer, Florie. Je vais bouleverser le truc, hein, sinon on va toujours faire dans le même ordre, vous n'êtes que 3. Sur la responsabilité individuelle, moi je t'ai vu un peu tiquer, donc j'aimerais bien avoir ton avis. Oui. Peut-être sur les questions diplomatiques aussi, parce que j'imagine que le Parti Pirate réfléchit à cette question. Sur la responsabilité individuelle, oui, sur les mails en fait. La légende urbaine qui dit qu'il faut supprimer ses mails pour économiser les données, etc. Bon, c'est une légende urbaine. Le vrai problème aujourd'hui des mails, c'est les spams. Si on n'a plus de là déjà, on réduit drastiquement la consommation de données. Oui, non, mais l'envoi des mails, oui, on est d'accord, mais envoyer sur une liste mail, même sur les listes des écologistes qui utilisent beaucoup de listes d'ailleurs et qui d'ailleurs ne sont pas pour le coup le meilleur moyen de discuter avec les gens, hein. Sur les listes de mail par exemple, le vrai problème c'est pas tant d'envoyer un mail à une liste de 150 personnes. Bon, après il y a la question de la protection des données, mais ça c'est encore un autre sujet, on n'est pas sur ce sujet là, mais le vrai problème c'est plus les personnes qui vont envoyer massivement des mails, des spams en l'occurrence, à plein de personnes qui vont rester
dans des boîtes mail et qui peuvent être très lourds aussi, ça c'est un vrai sujet. La publicité d'une manière générale, et pas seulement sur la question numérique, la publicité d'une manière générale, c'est un vrai sujet. Après ça veut dire qu'il faut réinterroger notre pratique aussi, notre façon de vivre, notre société d'une manière générale, et que réinterroger la société de consommation. Et sur ça aussi du coup je vais rebondir. La société de consommation aujourd'hui, c'est on achète un ordinateur clé en main. C'est pratique. C'est super pratique. On achète un ordinateur où on a tout ce qu'il faut, a priori, pour notre usage personnel, et on a même plus. Est-ce que le côté on a même plus, est-ce que c'est si nécessaire que ça? Est-ce que c'est pas ça, en fait, réinterroger nos pratiques? Est-ce que c'est pas ça, en fait, qu'on devrait réinterroger? Quand on achète un ordinateur, aujourd'hui, on a des bêtes, des machines de guerre qui fonctionnent super bien, avec plein d'outils différents, avec plein de fonctionnalités différentes, avec plein d'appareils, justement, à l'intérieur, hyper performant, c'est génial. Sauf que le meilleur moyen aujourd'hui, en fait, on veut, à titre personnel, à son échelle individuelle, si on veut vraiment agir sur la pollution numérique, le meilleur moyen aujourd'hui, c'est de monter soi-même son ordinateur, c'est de monter soi-même son téléphone, peut-être, c'est de avec des systèmes ou de valoriser ce système-là, c'est de mettre en place des systèmes politiques ou des lois qui mettent en place des normes pour obliger les concepteurs d'appareils, enfin tous les producteurs d'appareils, à utiliser certains types d'appareils, comme par exemple on a les chargeurs, là, enfin ça c'est l'exemple le plus typique qu'on voit, c'est les chargeurs. Quand on a un iPhone, bah, clairement, on est très embêté avec un iPhone, on n'a pas forcément le bon chargeur qu'il faut, et on leur a dit pourtant, légalement ils sont OK, mais ils n'ont pas accepté de prendre le chargeur universel. Bon voilà. Avec le smartphone que j'ai aujourd'hui, moi j'ai un chargeur universel, je peux me brancher sur n'importe quel autre chargeur de Samsung, ce qui n'est pas un Samsung du coup, je peux me brancher sur n'importe quel autre chargeur ça c'est une norme qui a été mise en place à un moment, une norme qui a été décidée politiquement, et ça, effectivement, ça a vocation à aller dans le sens de la dépollution du numérique, effectivement. Donc, concevoir son propre ordinateur soi-même, ça, ouais, c'est un truc qu'il faut faire. Maintenant, supprimer ses mails sur sa boîte mail personnelle, oui, supprimer les spams, oui, supprimer ses mails ou éviter d'en envoyer, je pense que ça joue beaucoup. Là. On est plus au niveau de l'échelle des données qui sont envoyées, finalement, de toute façon, c'est pas tant le nombre de données qui va être envoyé ou stocké, ça va être le nombre de personnes qui vont se connecter sur les différentes antennes ou les différentes connexions sur le réseau qui vont vraiment impacter la consommation. Qu'on soit 10 ou 20 ou qu'on soit 10 ou 20, ça va changer. Qu'on soit tout seul sur le truc, ça va pas changer grand-chose au final. D'un point de vue individuel, il est sans doute plus facile d'effacer ses mails que de concevoir son ordi, mais du coup, on pourrait imaginer une économie qui se développe d'un numérique sur mesure, d'outils numériques sur mesure. Oui. Et du coup, j'en profite pour donner la parole à Nicolas sur la question à quel point la transition écolo crée des emplois, y compris dans le numérique. Peut-être que tu peux nous parler un peu d'économie numérique et de ce point de vue-là. Voilà. Je crois que la question du numérique responsable, elle pose la question tout simplement, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec le numérique? Enfin, il y a des usages qui sont très positifs et des usages qui sont très négatifs. Honnêtement, si on utilise notre smartphone pour se connecter à Blablacar et éviter 3 trajets en bagnole, si on se connecte demain à La Ruche qui dit oui, dont le fondateur là-bas, pour remettre un peu de circuit court dans nos campagnes, si on se connecte à Too Good To Go pour éviter le gaspillage alimentaire, bah, franchement, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait un petit peu d'utilisation de center. Donc c'est une question. C'est quel... Ça a été posé de manière un peu brute par Eric l'autre jour à propos de la 5G, mais c'est quel usage on veut avoir avec le numérique. Ça peut avoir un impact extrêmement positif, le numérique. Je reprends l'exemple de Blablacar. Blablacar, tous les ans, permet d'économiser l'équivalent des émissions de CO2 annuelles de la ville de Paris. C'est immense. Too Good To Go, je reprends cet exemple-là, c'est 400 000 repas qui ne sont pas foutus à la poubelle. Donc, on peut développer du numérique positif, du numérique responsable. Moi, c'est pour ça que j'ai envie aussi de... on est sur un panel dépolluant le numérique, mais on peut aussi avoir du numérique qui dépollue. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Ensuite, je veux apporter un peu une vision optimiste. On s'est projeté beaucoup avec Amandine sur les chiffres vertigineux. Hein, quand on regarde... franchement, ça fait flipper. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, moi, je trouve que ça nous pose aussi un peu face à nos responsabilités. Quand vous regardez ce qui s'est passé, entre 2010 et 2020, le trafic Internet a été multiplié par 12. En 2010, 1% de la consommation électrique mondiale était dans les data centers. En 2020, avec une augmentation
x12 du trafic Internet, on est toujours à 1% de la consommation électrique mondiale qui est utilisée par les data centers. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on est capable de s'améliorer, développer des usages de plus en plus positifs. Et cette espèce de montagne que nous a présentée Amandine, qui est flippante, qui est comme l'iceberg du Titanic, je me permets de ne pas être techno-béat, mais être un peu techno-optimiste. Je pense qu'on a les moyens, en adoptant les bons comportements, en mettant en place les bonnes pratiques dans un certain nombre d'entreprises et d'institutions, on a les moyens d'éviter l'iceberg. C'est notre responsabilité et elle est immense. Merci Nicolas. Tu nous parles de la façon dont certaines plateformes, avec leurs services, leur business model, peuvent avoir un impact sur le numérique. Moi, j'aimerais interroger, pour répondre à ça, plutôt sur la partie sur comment les plateformes aujourd'hui, elles peuvent concevoir de façon à ce que leurs services ne soient pas responsables, vertueux, en tout cas de se vertueux dans le business model, mais aussi dans la conception, parce qu'il y a une question quand même de conception logicielle. Et, donc et après, je pense que je vous donnerai la parole à nouveau, évidemment, mais on prendra peut-être 2 questions du public, je vous propose, et comme ça, vous pouvez vous préparer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, je vous repère. Alors sur la question des logiciels, pareil, c'est une question qu'on s'est posée aussi. Avec les pirates, on en a parlé, on a discuté. En fait, on a tendance, voilà, il y a une étude de Grid IT qui est sortie, je vais me baser sur ça, en fait, il y a une étude de Grid IT qui est sortie récemment qui met en exergue le fait que effectivement, utiliser Windows 10 plus le dernier Microsoft Office sur un ordinateur, ça consomme beaucoup plus de RAM qu'avant, et alors qu'on a soi-disant les mêmes usages. Donc cette étude-là, nous, on l'a interrogée parce qu'effectivement, non, on n'a pas les mêmes usages qu'il y a 10 ans, clairement pas. Aujourd'hui, on est en capacité d'ouvrir plusieurs fenêtres sur un écran, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans. Enfin, c'était beaucoup moins le cas, ça ramait beaucoup plus. Et par ailleurs, le fait de s'équiper toujours des derniers logiciels à la mode ou des derniers logiciels dernier cri n'est pas forcément la meilleure façon de travailler. Bon, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui encore sur... je vais dire quelque chose d'assez difficile à entendre, mais il y a des gens qui travaillent encore aujourd'hui sur Windows 95 et ils fonctionnent très bien. Ils arrivent encore à faire des éditions de texte, il n'y a aucun problème. Le fait est que là, on a des logiciels propriétaires. En fait, le problème des logiciels propriétaires, c'est qu'ils vont vendre une licence qui va avoir une obsolescence, c'est obligatoire, parce que sinon, leur système économique, il ne fonctionne pas. Donc, il va y avoir une licence et il va y avoir, vous allez acheter la nouveauté, la nouvelle licence, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows 10, enfin, vous avez plein de Windows différents, vous allez acheter à chaque fois, enfin vous allez acheter, pas forcément acheter, mais vous allez vous procurer le matériel qui va pouvoir faire fonctionner cette licence-là. Il y a des systèmes qui existent aujourd'hui. Alors, le problème qu'on a aujourd'hui aussi, c'est que toutes les administrations françaises sont toutes équipées en Microsoft. Toutes. Il y a très peu d'administrations qui sont équipées avec des outils que Microsoft. On va passer sur du Mac et très rarement sur du open source. Et moi, c'est là où je voudrais en venir. En fait, cette question-là, c'est la question open source. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels sources qui vous permettent de faire avec le matériel que vous avez à votre disposition ce que vous avez besoin de faire. Encore une fois, c'est en fonction du besoin. C'est pas une question comment dire, c'est vraiment une question de si vous avez besoin d'utiliser un éditeur de texte, vous allez utiliser un éditeur de texte. Vous n'allez pas utiliser Microsoft Office qui va vous faire de l'édition de texte, de la mise en page de documents, etc., etc. Vous allez juste utiliser un éditeur de texte. Cette interrogation qu'on doit avoir aussi à un moment, c'est est-ce qu'on est obligé d'utiliser à la fois des logiciels propriétaires pour faire des choses qu'on ne fait pas avec les logiciels propriétaires, enfin pour faire des choses qu'on pourrait faire mais qu'on ne fait pas parce qu'on n'a pas connaissance pour ça. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser des logiciels propriétaires d'une manière générale aussi et qui du coup ont une obsolescence aussi et qui du coup vont de toute façon consommer encore plus de données, consommer encore plus de RAM, consommer encore plus d'énergie, consommer encore plus de matériaux du coup parce qu'il va falloir se munir de nouveaux matériaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement se dire on va utiliser les logiciels dont on a besoin et donc passer sur des logiciels open source du genre Linux, du genre OpenOffice, du genre ce genre de logiciel ou alors encore un autre système, et là je pense que c'est plus Nicolas qui va peut-être rebondir là-dessus, mais un système de SaaS du coup. Est-ce que... Ah ouais, je pense, ouais. C'est la question, je pense que beaucoup de personnes connaissent les documents partagés, les clouds, etc. Bon, le principe de Framasoft, beaucoup de personnes connaissent Google Drive. Nous, on utilise plus Framasoft ou CryptPad, mais ce sont des systèmes qui vous permettent de ne pas avoir sur votre ordinateur le logiciel à proprement parler et que vous aurez que sur votre ordinateur. Finalement, vous n'aurez rien, en fait. Vous aurez juste le cache, la mémoire en cache, et vous n'aurez quasiment aucune donnée stockée sur votre ordinateur, et l'utilisation de votre ordinateur va être
exactement la même que si vous alliez naviguer sur Internet finalement. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas plutôt passer vers ce genre de système, ce genre de logiciels qui en plus, de plus en plus sont open source et de plus en plus existent de plus en plus dans beaucoup de domaines différents pour justement diminuer les performances de nos ordinateurs, les matériels qu'on va avoir à notre disposition et donc, de fait, diminuer notre consommation de terres rares et d'appareils nouveaux et de l'obsolescence programmée, etc. Je fais juste un petit tac au tac. Il y a aussi, en fait, comme pour l'écologie, pourquoi ça a mis autant de temps à rentrer dans les mœurs et dans le quotidien des gens? C'est parce qu'on ne parle pas avec le langage du quotidien et on ne partage pas les mêmes mots, le même langage. Sur le numérique, et là, on est 4, il y a plusieurs personnes autour, mais je ne suis pas sûre que tout le monde partage les mêmes mots que nous. Oui, l'open source, ce serait génial. Du coup, pour construire, moi je travaille que là-dessus, c'est génial pour construire ses propres ordinateurs, ses propres traceurs, mais il faut le comprendre. Et là, il y a vraiment une démocratisation à avoir, comme il y a pu avoir pour l'écologie, sur tout ce qui sont les termes liés au numérique, parce que sinon, on reste que dans un entre-soi, comme on a pu le rester chez les écolos. Et ça, c'est aussi une question d'éducation, pas uniquement chez les enfants et chez les ados, etc., mais aussi d'éducation populaire, où aujourd'hui, on a de l'électronisme, on l'oublie, qui est énorme, qui touche les personnes les plus précaires, comme bizarrement sur toutes les questions climatiques et écologiques. Et vraiment, moi, je pense que l'effort qu'on a à faire en termes de politique ou de responsables de clusters, de porte-parole, d'associations, n'importe quoi, c'est d'avoir un langage commun et de parler avec des mots simples et vraiment d'expliquer que ce n'est pas magique, ce truc-là n'est pas magique, ça a un impact. Là, ce que tu disais sur les pads, etc., c'est très pratique. Mais justement, il va y avoir la question des serveurs derrière, et sur les data centers. Pour y avoir bossé, je vous conseille de lire une étude qui s'appelle Enernom, qui est gratuite sur le site de l'ADEME. C'est une étude exceptionnelle pour voir la place des data centers en ville, parce que du coup, ça a un impact sur toute la ville, sur toutes les formes de ville et sur plein d'autres choses auxquelles on ne pense pas. Mais vraiment, pour ça, il nous faut un langage et il faut qu'on arrive à ce que tout le monde... J'aimerais savoir, moi, si là, autour, et puis par rapport, ça va faire la transition avec les questions, si tout le monde a compris tous les mots qu'on a utilisés, quand on dit open, qu'est-ce que c'est, quand on parle de commun, qu'est-ce que c'est, quand on parle de data, de cloud, de matériaux rares, de terres rares, etc., en fait, il faut le comprendre comme on a su le faire dans l'alimentation, comme on sait le faire maintenant sur l'écologie et sur la biodiversité, etc. Sur le numérique, c'est notre plus gros travail aujourd'hui, c'est la pédagogie. Et donc, qui n'a pas compris la moitié des mots, lève la main. Alors, on a un public d'experts, mais on a une question. Bonjour à vous. Merci beaucoup déjà pour ces interventions de qualité, c'était vraiment super intéressant. Je connais certains d'entre vous. Du coup, j'avais 2 questions en fait sur ce sujet qui est vraiment important. La première, c'est effectivement sur tout ce que vous avez nommé au niveau de l'étude Green IT, par exemple, donc le fait que la question matérielle soit vraiment la question la plus importante au niveau du numérique, puisque finalement 80% de l'impact environnemental du numérique, c'est vraiment la construction de nos objets. Donc le grand nerf de la guerre, c'est vraiment de faire en sorte d'avoir des produits qui durent le plus longtemps possible, qui soient réparables, etc. Et après, du coup, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on switch aujourd'hui, finalement, je vois effectivement qu'il y a beaucoup d'optimisme, et c'est bien. Comment est-ce qu'on switch vraiment vers racheter constamment des nouveaux produits, notamment aujourd'hui avec tous les objets connectés qui arrivent et qui vont être multipliés par 4 d'ici 5 ans. Donc c'est un énorme challenge qui arrive. Comment est-ce qu'on passe de ça à centraliser les usages sur des équipements qui sont durables? Et la seconde question que j'ai, c'est un peu aussi en référence par rapport à Blablacar. On a ce qu'on appelle aussi dans beaucoup de domaines l'effet rebond. Donc le fait de dire, voilà, il y a de nouvelles possibilités, et du coup, il y a une hausse de la consommation, il y a une hausse des usages. Dans quelle mesure on est capable finalement aujourd'hui de dire, voilà, le numérique, Blablacar, etc., ça permet vraiment d'économiser des choses, ou est-ce que plus de gens utilisent et plus de gens se réfèrent finalement à ces usages numériques dont on n'avait pas besoin par le passé? Merci beaucoup. Si on a une autre question, parfait. Comme ça, on fera une salve de réponses. Oui, merci. J'avoue que moi, je suis un petit peu restée sur ma faim. Je suis un peu étonnée par votre optimisme, en fait. Vu le tableau initial que tu nous as peint, Amandine, en fait,
pour moi, j'aimerais bien entendre vos propositions pour arrêter de foncer dans l'iceberg, en fait. Et des choses qui soient ambitieuses, en fait. Quand est-ce qu'on on interdit la pub pour les smartphones, est-ce qu'on interdit leur réparabilité, qu'on généralise la charte sur le numérique, qu'on éduque au numérique, qu'on oblige l'information sur le coût écologique de tout ce qu'on achète et comment c'est possible qu'on continue d'autoriser à faire des téléphones dont les écrans se pètent aussi vite. En fait, pour moi, il y a un énorme besoin de régulation du marché, d'une part. Et d'autre part aussi, je pense que... je vous soumets cette proposition d'avoir une feuille de route un peu comme le scénario Negawatt qui dit, en fait, voilà la situation durable dans laquelle on peut arriver, parce qu'en fait, les terres rares, il y en a une quantité limitée, et comment on peut vivre avec ça, et qui passe par un tiers de voilà l'essentiel, voilà le superflu, voilà comment on va répondre à nos besoins qu'on a considérés comme essentiels, etc. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien avoir vos propositions concrètes et ambitieuses pour répondre à cet immense défi. Je te remercie beaucoup parce que tu as introduit la troisième partie du débat qui est « Et maintenant, on fait quoi ?» Je propose qu'on reprenne une autre série de questions après, mais d'abord faire une petite réponse, sinon ça va être très dense. Qui est volontaire pour se lancer ? Peut-être Nicolas qui est un peu en retard sur le temps de parole, je ne sais pas. Allez. Moi, je suis optimiste parce que, comme je disais, on est au début d'une révolution technologique, donc c'est plus facile de réguler maintenant que des vieux qui sont calcifiés, fossilisés, à tous les sens du terme. Sur les propositions concrètes, moi j'en ai deux principalement sur lesquelles il faudrait qu'on travaille. Je pense déjà, si un jour on avait un Premier ministre ou un président de la République qui disait il n'y a pas une seule donnée publique qui n'est pas stockée sur un data center alimenté avec de l'énergie renouvelable, je crois que déjà on franchirait un pas, mais colossal. Parce qu'effectivement, c'est pas la même chose d'envoyer des mails qui génèrent derrière, qui demandent de l'électricité qu'on va chercher dans les centrales nucléaires, ou bien de l'électricité dont les usages sont renouvelables. Donc ça, déjà, c'est le premier truc, et c'est très simple, hein, c'est une ligne de décret. Le deuxième point qui me paraît absolument fondamental, c'est quand on regarde le sujet de la pollution numérique, en fin de compte, au niveau des usages, il y a du bon et il y a du mauvais. C'est difficile de dire le numérique c'est tout mauvais ou c'est tout bon. C'est comme dire on est contre l'eau courante ou on est pour l'électricité. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est une technologie, après ça dépend vraiment ce qu'on en fait du point de vue des usages. L'essentiel de la pollution numérique, pour moi, elle se situe, et Amandine a bien donné les chiffres, sur la question des équipements. Parce qu'il y a de l'extraction minière, parce que derrière, il y a des questions de surconsommation qui est assez terrible. Et moi, je crois qu'on... Amandine l'a dit assez justement, on a réussi à porter le débat, par exemple, sur l'agriculture, avec la question des circuits courts, sur l'habillement aussi de plus en plus. Je vois qu'on ne serait pas capable de le faire pour le numérique. Enfin, on a eu tout un débat pendant le confinement sur quand est-ce qu'on relocalise nos activités industrielles. Moi, en fait, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ce débat sur la relocalisation de nos activités numériques et surtout sur, alors pardonnez-moi, j'emploie les mots d'une autre famille politique, mais sur le Made in France. Faut qu'on ait du Made in France sur nos activités numériques. Et là-dessus, pour moi, il y a un truc qui est assez simple à mettre en place. C'est 80% des émissions de CO2 d'un smartphone se font au moment de sa production. C'est-à-dire tout son cycle de vie. Vous pouvez envoyer autant d'emails que vous voulez, avec autant de que vous voulez. 80%, c'est au moment de la production. C'est dans l'usine que ça se fait. Moi, je pense que... Et donc, on a tout un débat sur la data, etc. Mais en fait, on a un débat sur l'arbre, on n'a pas un débat sur la forêt. Il faut avoir ce débat sur ces 90% qui sont au moment de la production, quelque part en Chine, par des designers américains. Et je crois que l'urgence nationale, je vais juste finir, c'est de créer une filière nationale du reconditionnement. J'ai pas dit du recyclage, j'ai dit du reconditionnement. Avec, on a des leaders français en la matière. Ça crée de l'emploi en France, de l'emploi qualifié. Ça réduit les temps de transport. C'est très positif pour notre balance commerciale. C'est excellent pour les émissions de CO2. Il faut d'urgence construire une filière du reconditionnement made in France. Moi j'aimerais t'entendre quand même très rapidement sur l'effet rebond, parce que l'effet rebond, ça concerne quand même beaucoup les entreprises de la tech. Et donc forcément, cette question-là, pour moi, elle s'adresse
notamment assez fortement à toi, Nicolas. Il faut prendre, à mon avis, le débat sous l'angle des inégalités sociales. Moi, je viens d'un bled qui s'appelle Montluçon, dans l'Allier. J'aurais toujours énormément de mal à dire aux gars avec qui j'ai grandi, bah tu sais, utilise pas trop Blablacar quand même, parce que tu comprends l'impact carbone, etc. Le gars, il peut pas bouger s'il a pas Blablacar. Donc, je pense que l'effet rebond, il faut le regarder sous l'angle de la surconsommation. Mais il faut faire attention, et je crois que Amandine a posé les choses très justement, il y a des inégalités sociales cruciales, fondamentales, atroces face au numérique. Et j'aurais peut-être un mot de conclusion là-dessus, mais je pense que c'est un enjeu majeur dans nos démocraties, à un moment où l'essentiel de notre information et de nos interactions dans les débats démocratiques se font de plus en plus à travers le numérique et de moins en moins à travers le papier, par exemple. Je te remercie, je passe la parole à Amandine. Du coup, je pose un peu en même temps la troisième partie, puisque c'était très proche. Voilà, on est ici entre associatifs, entre militants politiques, entre élus. Maintenant, on fait quoi ? Alors, sur les questions des feuilles de route, je vous conseille, c'est sorti l'année dernière, ou même fin 2018, c'est le livre blanc numérique et environnement. Ça pose clairement, donc ça a été fait avec Green IT, ça a été porté par le ministère, avec l'ADEME, avec des instituts de recherche, etc. Sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, donc les 4 piliers qui concernent à la fois sur l'éco-conception, sur les filières de recyclage, sur les gouvernances. Il ne faut pas oublier la gouvernance dans le numérique, c'est très important, et plein d'autres choses. Et donc là, il y a une vraie feuille de route avec des vraies actions. D'ailleurs, c'est une des seules actions qui a été mise en fait, ça a été la création de l'Institut numérique responsable, et avec la charte et une norme dédiée à ça pour les entreprises. Et donc ça existe. Après, on a des chiffres. C'est un peu comme... Avant, on parlait vraiment... c'est un changement de vision politique et de transversalité. On a toujours parlé de transversalité, d'un coup, développement durable, économie, etc. Aujourd'hui, quand je vais parler de santé, je vais pas parler d'environnement, je vais parler de santé, je vais parler de numérique, je vais parler de climat. Et il y a ça aussi à avoir. C'est des façons de réfléchir et de voir. Aujourd'hui, englobe l'économie et comme a pu le dire Nicolas, c'est énormément de travail. L'effet rebond là-dessus sur la réindustrialisation de la France, une économie responsable et numérique, c'est possible. Cependant, il ne faut pas non plus être idéaliste. On n'aura jamais les terres rares ou les usines possibles que dans d'autres pays ont, mais il y a aussi des traités mondiaux à faire, il y a des choses à faire, et c'est une question de courage politique. Mais la pédagogie, comment on la met en place ? Eh ben, désolé, mais les politiques aujourd'hui qui sont élus, à part le Parti Pirate et un petit peu ELV, et je le dis parce que pour avoir fait campagne pour ELV, ça faisait partie de mes sujets, et même pour avoir bossé en ministère, j'ai bossé essentiellement sur ça en ministère, j'avais l'impression de parler, d'être une ovni. Et en politique, on est des ovnis quand on parle de numérique, à part quand on parle de la start-up et de l'économie. Et sur l'effet rebond, sur la question que posait Alex, c'est... oui, c'est toujours pareil. Moi, je dis c'est un outil. Mais pour moi, quand on a les plus grands cerveaux du monde qui vont au MIT et qui vont travailler sur des cafetières connectées, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Et c'est des millions. En fait, aujourd'hui, on crée des problèmes de riches pour des riches. Et alors qu'on pourrait avoir vraiment... Il y a des incubateurs sont dédiés qu'à ça. Et pour moi, le numérique, s'il n'a pas une vocation, comme l'écologie, à servir une cause, la précarité, à résoudre des vrais problèmes plutôt qu'en inventer des autres, ça ne marcherait pas. Blablacar a répondu à un problème. Par le numérique, parce que quand c'était covoiturage.fr, c'était bien plus difficile, il y avait moins de confiance, etc. Sauf qu'aujourd'hui, Blablacar et les transports en commun, à cause du Covid, ça se casse la gueule. Aujourd'hui, ça se casse la gueule complètement. En revanche, le numérique aide sur... le télétravail. Mais ça crée des flux, ça crée autre chose, ça crée vraiment d'autres impacts et d'autres effets rebonds. Il n'y a jamais... C'est vraiment... Voilà, l'or, ça ne se crée pas. Tout se transforme. Et donc, c'est pareil pour le numérique. Il faut arrêter de le voir comme une solution magique. Et il y a
un effet rebond, il y a énormément de biens, il faut s'en servir comme un accélérateur du moment que ça a un but, et que ça a un but pour aider la transition écologique, pour aider la transition solidaire. Et voilà, moi je suis contre le fait de filer des millions à des startups qui inventent des trucs dont on n'a pas besoin. En revanche, filer de l'argent et sur la recherche, aujourd'hui, on parlait du propriétaire, aujourd'hui vous avez 1% de la recherche financée par le public qui va dans du propriétaire, dans du privé, et pas dans de l'innovation open source ou dans les logiciels et dans du public qui est reversé au public. Et là, c'est très important aussi parce que tu as parlé de ça, hein, la question aussi sur le logiciel, la transparence, la question des algorithmes, comment on crée, parce qu'on parle de créer des objets et du cycle de vie des objets et donc de revoir comment c'est construit avec moins de matériaux. Donc c'est le low-tech. Aujourd'hui, il y a énormément de choses. Il y a le low-tech lab en Bretagne. Je vous conseille d'aller les voir. C'est génial ce qu'ils font et c'est surtout sur l'open source, sur le partage, mais il y a aussi sur tout ce qui est l'open source du logiciel et le low-tech du logiciel. On peut faire des algorithmes qui consomment 10 fois moins. Aujourd'hui, vous avez Facebook. Ces algorithmes et d'autres sont faits pour que vous passiez 2 fois plus de temps dessus. Et donc, que vous ayez plus de consommation et que vous perdiez du temps. C'est le temps de cerveau disponible, comme on parlait de la pub. Et ben aujourd'hui, c'est pareil. On crée des applications pour vous faire perdre du temps et de la consommation dessus. Et là aussi, il y a une vraie réflexion sur l'éco-conception des logiciels, des algorithmes et surtout l'inclusivité là-dedans. Ce qu'on c'est qu'aujourd'hui, comme tout, c'est fait. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, mais tout le monde le sait, je pense que je suis féministe et écoféministe. Aujourd'hui, on est dans un monde comme la ville et la politique du monde a été fait par des hommes cis blancs pour des hommes cis blancs. Aujourd'hui, le logiciel, c'est le cas. Et quand vous voyez des IA, des intelligences artificielles qui reproduisent ces mauvais codes et qui ne sont pas faits pour les personnes avec d'autres genres, d'autres normes, etc. et d'autres cultures, et ben en fait, là aussi, il y a un problème écologique et il y a un problème de responsabilité et d'inclusion de la part des politiques. Voilà. Laurie, c'est ton tour. Et puis après, je vais vous demander à chacun je vais vous demander à chacun 30 secondes avec votre recette magique chacun. Voilà, et ce sera la conclusion. Pour répondre du coup sur les 2 questions du coup, et puis pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit. Il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue politique. Bon, la première chose à faire politiquement, c'est s'engager au Parti Pirate. Comme ça. Sachant que nous, on est favorable à la double adhésion, donc je sais qu'il y a plein de partis ici qui... voilà. Il y a beaucoup de choses à faire. Je parlais de la publicité, réduire drastiquement la publicité sur Internet. Il y a le recyclage, donc encore une fois, mettre en place des politiques de recyclage des appareils. Donc là, on parle de reconditionnement, ce dont tu parlais tout à l'heure, Nicolas, mais il y a beaucoup de systèmes de recyclage qui consomment énormément d'énergie, mais qui, pour le coup, nous permettent de consommer moins de terres rares, qui sont donc plus consommatrices en énergie que l'énergie qu'on consommera pour... Enfin, voilà, vous avez compris. Il y a... Ensuite, donc je reprends les différentes choses que j'avais notées et qu'on m'a envoyées aussi. Donc sur l'effet rebond, il est discutable, d'après les sources que j'ai, il est plutôt discutable sur la consommation du réseau. Il va être par contre effectivement clairement très forcément présent sur la consommation de matériel. Tu parlais des cafetières connectées, les frigos connectés, les fours connectés. Quel intérêt ? J'ai envie de dire quel intérêt ? Et c'est ça aussi qui va consommer. Donc là, c'est remettre en question notre consommation, mais là, ça peut être politique, hein, on peut interdire, sauf que bon, moi, je suis plutôt libertaire, plutôt en tendance à laisser les gens être libres de l'usage qu'ils vont faire de ce qu'ils veulent faire, en fait, mais responsabiliser par contre en disant, là, est-ce que tu as besoin de ta montre connectée que tu viens de t'acheter là ? Est-ce que tu en as besoin ? Ensuite, donc obligé à avoir des standards pour la réparabilité, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les chargeurs. Donc, on pourrait l'étendre à des composants beaucoup plus divers. On peut interdire la soudure. Tu parlais de soudure tout à l'heure, la soudure des écrans. Mais bon, ça se fait au niveau européen, mais ça tombe bien parce que les écologistes ont plein de députés européens, puis nous aussi d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, il y a beaucoup de petites choses qu'on peut mettre en place politiquement. Après, c'est une politique globale qu'il faudrait effectivement adopter. La formation, ça c'est juste crucial. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on défend, nous, au Parti Pirate. On est pour le partage des connaissances, ça fait partie du partage en fait. On est pour le partage des connaissances, et le partage des connaissances, ça passe par expliquer aux gens comment, expliquer.
que chacun partage ses connaissances avec tout le monde et finalement monter un ordinateur c'est comme monter un Lego, enfin c'est pas si compliqué que ça. Après si on a un mode d'emploi et si on suit le mode d'emploi normalement enfin c'est pas à la portée de tout le monde, donc c'est pas si difficile que ça, c'est juste d'avoir la curiosité déjà d'aller chercher l'information et aussi de mettre l'information à disposition des gens de manière facile. Donc au niveau des municipalités, moi si j'étais élu municipal par exemple, ce que je ferais c'est que je créerais des ateliers de formation, alors ça s'appelle les Repair Café, il y a les Repair Café qui fonctionnent très bien et qui sont très intéressants pour justement apprendre à réparer soi-même son appareil. Après ça peut être des grippins pas forcément connectés, mais de toute façon, aujourd'hui, les appareils connectés, c'est difficile de les réparer soi-même parce que, comme tu le disais, ils sont soudés, donc c'est compliqué. Mais apprendre à avoir des ateliers comme ça de formation sur les outils numériques. Les mairies ont des ordinateurs à leur disposition. Elles ont toutes plein d'ordinateurs qu'elles utilisent quasiment pas ou très peu. Elles ont des ordinateurs à disposition. Elles pourraient les mettre à disposition des habitants pendant 10 ordinateurs à disposition de nos habitants pendant 1 heure avec une formation sur les outils, une formation sur les appareils, une formation sur les usages. Rien que ça, c'est important parce que parle de monter son appareil, bon c'est pas difficile, c'est un Lego, mais après il faut savoir l'utiliser l'appareil, ce qui est encore plus compliqué. Et même là aussi, dans l'utilisation de l'appareil, on va avoir aussi une question d'usage, etc. Et je vois l'heure et je te laisse la parole. Bah oui, il reste une minute. Alors j'ai cru comprendre que là tu nous avais fait tes recettes magiques en même temps. Voilà, une recette magique, Nicolas. Est-ce que voilà le micro? Je vais essayer de tenir le timing. Moi je crois que le fameux monde d'après, il marche sur 2 jambes, transition écologique, transformation numérique. Et on va jamais loin que sur 2 jambes. De manière très concrète, je crois que le numérique c'est un sujet beaucoup trop important pour qu'on le laisse aux seuls ingénieurs. Et je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Amandine. Ça reste un débat juste là entre nous aujourd'hui. Il faut que ce soit un débat citoyen. Le numérique va conditionner ce que nos économies et nos sociétés vont être demain. Et aujourd'hui, vous avez ce sujet de fracture numérique. Vous avez ce sujet d'accès aux numériques. Je vais finir là-dessus. Dites-vous bien, il a fallu 300 ans entre l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et l'éducation pour tous avec Jules Ferry. Est-ce qu'on va attendre 300 ans entre le moment où on a inventé l'intelligence artificielle et le moment où, en tant que citoyen, on va être capable de comprendre ces fameuses intelligences artificielles? Amandine, une phrase pour conclure, si tu le souhaites. Sinon, je conclure aussi, faire ma petite conclusion. Je pense que j'ai déjà parlé plus que nécessaire pour tout le monde. Je dirais juste, les informations existent. Ancienne de l'ADEME, je vous conseille d'aller sur le site et la médiathèque de l'ADEME. Vous avez tous les chiffres dont je vous ai parlé. Également, allez voir sur la CNIL, allez voir sur l'Institut numérique responsable. Il y a plein de ressources. Là aussi, l'éducation passe aussi par le fait de vouloir se renseigner. On va aller chercher ces infos pour ces recettes, aller chercher d'autres recettes pour le numérique pour essayer de le comprendre. Et je te laisse le mot de la fin. Merci à vous. Merci pour vos participations. J'entends que vous continuez à travailler. Je vous rassure, on est au travail dans la commission parce qu'on a des grands rendez-vous et on va devoir tout repenser pour les départementales, les régionales notamment dans quelques mois. Il y a la question des déchets, la question de l'aménagement du territoire en termes numériques. Il y a la question du numérique, évidemment. Il y a la question du réseau. Tout ça, c'est des choses qu'on va aborder, sur lesquelles on va travailler, sur lesquelles on travaille déjà avec des échanges avec les uns, avec les structures, avec les associations. Moi, je vous invite à nous rejoindre et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser pour en parler de façon très pratique. Merci à vous. Merci.